Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. La question d'aujourd'hui est de taille. Pourquoi est-ce que je ne prends plus l'avion? Parce que si vous suivez nos aventures depuis quelques temps, vous avez dû voir qu'on est parti pour un tour du monde sans avion il y a un peu plus d'1 an. On a traversé l'Europe, pris le transsibérien pour traverser la Russie, traversé la Mongolie, fait le tour de la Mongolie à vélo, puis la Chine où on est resté 4 mois, puis le Laos, puis la Thaïlande où on est resté 3 mois. Une fois en Thaïlande, on en avait encore normalement pour au moins 1 année et demie de voyage pour ne faire que rejoindre la France, donc faire une petite boucle asiatique. Mais le Covid est passé par là et 1 an jour pour jour après notre départ, on se voyait contraint de monter dans un avion de rapatriement pour la France. À notre grand désespoir. On vous a d'ailleurs fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi on était rentré. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Donc voilà, vous avez peut-être suivi notre aventure sur Instagram, vous avez peut-être vu nos vlogs qui sont sur cette chaîne YouTube et qui sont même pas encore tout à fait terminés, il reste encore la partie Thaïlande. Et même si je vous l'ai expliqué par-ci, par-là, au travers de quelques articles, de quelques posts Instagram, de quelques prises de parole, je vous ai jamais vraiment exprimé en fait pourquoi est-ce qu'on avait pris un jour la décision de ne plus prendre l'avion. Parce qu'évidemment, et vous vous en doutez, en fait cette décision, on ne naît pas avec. L'avion, on l'a pris pendant des années avant de décider de ne plus le prendre. Donc mon propos, il n'est évidemment pas culpabilisateur parce que moi je sais très bien d'où je viens et je sais très bien que j'étais capable de partir en Nouvelle-Zélande seulement pour 3 semaines par exemple, c'est quelque chose qu'on a fait. Donc ma vidéo elle n'est absolument pas là pour faire culpabiliser qui que ce soit parce que je sais très bien en fait d'où cette décision vient, je sais très bien qu'on prenait l'avion avant de décider de ne plus le prendre. Mais voilà, je vais vous donner les raisons qui nous ont poussé nous à prendre cette décision qui est relativement lourde, même si vous allez le voir en fait on est largement récompensé et je pense qu'on ne regrettera jamais notre décision. Parce qu'évidemment il s'agit d'une décision de toute une vie, c'est pas quelque chose qu'on a décidé, c'était pas un challenge qu'on s'était lancé de faire le tour du monde sans avion, c'était pas du tout une histoire de challenge, c'était vraiment une histoire de choix, de questionnement profond, de remise en question de nos habitudes. On parle beaucoup de la remise en question des habitudes de consommation, de repenser, de manger bio, de faire attention à comment on s'habille, à la mode éthique, etc. Nous, au bout d'un moment, progressivement, parce que c'est comme ça qu'on a progressivement repris toutes nos habitudes une par une, on en est venu à notre façon de voyager. Et certainement que si j'avais vu cette vidéo moi-même il y a 5 ans dans mon feed YouTube, je n'aurais probablement même pas cliqué dessus parce que je n'aurais vraiment pas voulu entendre quelqu'un m'expliquer pourquoi elle ne voulait plus prendre l'avion parce que j'aurais trouvé ça trop difficile en fait, trop lourd comme décision à prendre parce que je n'aurais vu là que les sacrifices à faire. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui on est vraiment très reconnaissant des choix qu'on a fait, on est vraiment très reconnaissant d'être parfaitement aligné. Ça se ressent vraiment en fait quand on agit de façon alignée avec ses valeurs et avec vraiment ce qu'on pense. Tout paraît plus sensé, plus cohérent. Mais voilà, encore une fois, avant de décider de ne plus prendre l'avion, on prenait l'avion et alors qu'on prenait encore l'avion, on avançait sur d'autres sujets. On avançait par exemple sur le sujet des déchets qu'on essayait de limiter, on avançait sur le fait de devenir végétarien. Enfin voilà, pendant des années en fait on a cheminé, on a pris décision sur décision, prise de conscience après prise de conscience. Et pour nous, parce que évidemment c'est pas pareil d'une personne à l'autre, pour nous, le fait d'arrêter de prendre l'avion, c'est venu tard, après qu'on ait commencé disons à mettre la machine en route de la prise de conscience. Ça a commencé à peu près il y a 7-8 ans et donc voilà, ça a mis à peu près 7-8 ans à se mettre en place, le fait que on s'avoue à nous-mêmes que prendre l'avion aussi souvent et pour aller aussi loin, c'était pas du tout cohérent avec notre façon de vivre. Ne plus prendre l'avion, ça veut dire par exemple faire une transatlantique pour aller sur le continent Amérique, ça veut dire avoir 2 ans devant soi pour visiter ce continent-là, ça peut vouloir dire visiter l'Europe à vélo, ça peut vouloir dire visiter la France à pied ou en autostop. C'est en fait le terreau d'aventures vraiment extraordinaires qui sortent de ce qu'on a l'habitude de consommer. Ça faisait des années en fait qu'on rêvait d'avoir un mode de vie qui nous permette de voyager en travaillant et de travailler en voyageant. Il nous a fallu donc des années pour démissionner chacun à notre tour, trouver des métiers qui puissent se faire à distance, avoir suffisamment de clients, avoir suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir partir à l'aventure. On s'intéressait depuis des années à tout ce qui est questions environnementales, etc. Et on commençait en fait à prendre
conscience de la notion, petit à petit, de gaz à effet de serre et de l'importance de les limiter. Donc c'est en faisant nos petites recherches personnelles, en lisant à droite à gauche tout ce qu'on pouvait trouver, que on a fini par se dire voilà que on essaierait au maximum de limiter notre impact, puisque en fait la vie qu'on avait décidé de mener, c'est-à-dire d'être maître de notre temps, eh ben elle nous permettait d'avoir le luxe de limiter notre impact carbone. Elle nous permettait, si on voulait aller loin, de prendre le temps d'aller loin. En octobre 2018, lorsque le rapport du GIEC est sorti, notre décision était déjà prise depuis quelques mois, mais je peux vous dire que ça nous a sérieusement motivés sur nos convictions. Parce que le rapport du GIEC, du coup, je ne sais pas si vous l'avez déjà ouvert, je le mets, si vous voulez, dans la description. Ça paraît quelque chose de très compliqué à comprendre, en fait, mais il y a des pages introductives, comme dans la majorité des rapports scientifiques, des pages introductives qui reprennent les conclusions majeures du rapport, et donc tout un chacun peut vraiment lire et comprendre ce qui est écrit. Donc si vous voulez, je vous le mets dans la barre d'infos pour vraiment que vous puissiez vous imprégner de toutes ces informations. Mais pour vous faire un rapide résumé, en fait ce rapport il émet des hypothèses sur les effets d'un réchauffement climatique planétaire de plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc qu'est-ce qui se passerait sur la Terre en fait si le climat passait à plus 1,5 degré par rapport à ce que c'était avant l'ère industrielle. Donc évidemment les hypothèses ont plus ou moins de chances de se produire, mais d'un point de vue général, on assisterait vraiment à des effets catastrophiques sur les écosystèmes et les êtres vivants. Ce fameux rapport du GIEC, pourquoi est-ce qu'il a fait tant de bruit? C'est parce que il est en fait le résultat du travail transdisciplinaire de centaines de scientifiques du monde entier qui ont planché sur ce sujet, et il est donc en fait indiscutable. C'est impossible en fait de discuter les conclusions qui ont été prises. Et donc selon ce rapport, si on maintient les mêmes niveaux de consommation et de production d'aujourd'hui, on atteindrait ce fameux palier des plus 1,5 degrés entre 2030 et 2052. Or, tous les graphes qui montrent l'émission de gaz à effet de serre anthropique, donc produit par l'homme, tous les graphes qui montrent cette évolution dans le temps, on voit que ça ne fait qu'augmenter. Donc ça pourrait arriver très très rapidement en fait, ce fameux stade des plus 1,5 degrés, et donc ces fameuses catastrophes sur les écosystèmes et les êtres vivants. Donc il est temps d'agir. Alors quel est le rapport avec l'avion, me demanderez-vous? Je vous mets dans la barre d'infos si vous voulez un petit calcul, quelque chose de très simple et de mathématique, qui vous explique que si on souhaite vivre à l'équilibre et qu'on vit dans un monde égalitaire, c'est-à-dire que tout le monde a la possibilité d'émettre la même quantité de CO2 que les autres, on aurait droit, en théorie, à 1,22 tonnes de CO2 émises pour nous, pour l'année. C'est notre budget CO2 si on souhaitait que l'humanité ait un bilan carbone neutre, c'est-à-dire qu'elle ne produise pas plus de CO2 que la planète Terre est capable d'en traiter. Encore une fois, je vous mets le lien dans la barre d'infos du petit calcul. Et donc 1,22 tonnes à dépenser, vous me direz, ça veut pas dire grand-chose. Eh bien si on se rend sur des calculateurs d'émissions de CO2, comme on en trouve partout sur internet, vous savez on a la capacité de compenser son vol quand on prend un avion, c'est-à-dire qu'il calcule en fait les émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre qu'on produit pendant le vol, et ce genre de calculateur ça permet de planter des arbres au prorata un petit peu de ce qu'on a émis. Et donc si on regarde, on voit qu'un aller-retour Paris-New York, c'est 1,9 tonnes. Donc vous vous rappelez que notre budget à l'année c'est 1,2. Donc déjà si on fait simplement un aller-retour, qu'on va prendre des vacances à New York, bah, c'est flingué, on peut plus utiliser, on peut plus rien faire en fait, il faut... c'est fini. Paris-San Francisco 2,9 tonnes, Paris-Bangkok 3,1 tonnes, Paris-Bali 4,2 tonnes. Ça fait mal, non ? Évidemment, les informations diffèrent, c'est plus ou moins en fonction des calculateurs, mais en tout cas, voilà, on réalise que l'avion a un impact colossal sur notre impact individuel. Et donc notre décision était déjà prise au moment où le rapport du GIEC est sorti, mais je peux vous assurer que quand on a pris réellement conscience de ça, ça nous a vraiment conforté à fond dans cette décision. Donc ça, l'impact environnemental qu'on essayait de limiter, ça a vraiment été le moteur de notre décision. Ça a vraiment été, voilà, ce pourquoi on a pris cette décision au départ. Mais moi, en fait, aujourd'hui, maintenant qu'on a voyagé pendant de si longs mois sans avion, en essayant de limiter au plus notre impact, je peux vous en donner, moi, de nouvelles raisons de ne pas prendre l'avion. L'une des raisons, c'est celle que je trouve la plus jolie, en fait, c'est qu'on n'est jamais vraiment confronté
au choc culturel. En fait, quand on choisit de se déplacer sans avion, ça veut dire qu'on va se déplacer moins vite, forcément. On va prendre des moyens de transport qui vont se déplacer plus lentement et donc on va avoir davantage de points d'arrêt, de points de rencontre. Et en fait, quand on va choisir d'aller d'un point A à un point B et qu'on va choisir d'y aller sans avion, eh ben on va voir une sorte de mouvance de culture. Des cultures qui vont en fait évoluer tout en nuances de la culture A à la culture B. Et on va pas arriver de la culture A à la culture B du jour au lendemain ou en quelques heures. En fait, on voit vraiment la culture évoluer. Alors bien sûr, quand on va arriver dans des pays comme la Chine qui sont vraiment très fermés au reste du monde, on va bien sûr sentir qu'il y a quelques chocs comme ça, quelques chocs culturels, mais même comme ça, en fait, le choc est moins grand. Et je trouve que l'exemple le plus parlant, c'est vraiment quand on va commencer à traverser la Russie, qui est un pays gigantesque. En fait, la différence de culture qu'on va rencontrer entre la Russie de l'Ouest et la Russie de l'Est, c'est incroyable. La Russie de l'Est, la Sibérie, elle ressemble déjà tellement à la Mongolie, dans ses petits recoins, dans ses petites campagnes. La culture elle est mouvante en fait, elle n'est pas segmentée par frontières. Vous savez que la frontière c'est très souvent des décisions qui ont été diplomatiques et pas tellement culturelles ou ethniques, et donc on passe d'une culture à une autre et c'est très doux, c'est très beau et ça permet aussi beaucoup mieux de comprendre l'autre. Un autre sacré avantage de ne pas prendre l'avion, c'est d'aller à son rythme, et c'est le cas de le dire. Parce que le décalage horaire, on connaît pas. On connaît pas le décalage horaire quand on ne prend pas l'avion. On avance petit à petit, on n'est jamais bousculé finalement. Et aussi, une petite chose à laquelle on pense pas forcément, c'est qu'on n'est jamais confronté comme ça du jour au lendemain à de nouvelles bactéries qui peuvent par exemple faire naître des intoxications alimentaires, enfin le genre de maladie en fait qu'on a l'habitude de rencontrer. Comme quand je parlais des cultures, les bactéries, on va apprendre à les rencontrer petit à petit. Plus on va avancer, plus on va en rencontrer de nouvelles, et petit à petit, et je pense qu'on évite pas mal de chocs comme ça, de choc de bactéries et d'intoxication alimentaire. En fait, c'est ça le voyage sans avion, ou le slow voyage, c'est vraiment qu'on évite les chocs. On évite les chocs culturels, les chocs du décalage horaire, les chocs de bactéries, les chocs que peut expérimenter le corps quand il est dans un avion pressurisé, etc. On évite les chocs. En fait, c'est beaucoup plus doux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est joli en fait de parler de slow voyage, c'est parce qu'il y a vraiment cette notion de lenteur, de douceur, et qui est vraiment bénéfique. Voyager à son propre rythme, ça a vraiment de réels bénéfices sur soi. On est toujours beaucoup plus ancré en fait, on est toujours beaucoup plus dans la connaissance du milieu qui nous entoure, on n'est jamais déraciné, c'est pas quelque chose qu'on ressent. Et alors qu'on pourrait penser que partir jusqu'en Thaïlande sans avion, c'est vraiment une aventure d'aventurier, il faut vraiment être très courageux, etc. Moi en fait je pense pas, c'est vraiment y aller à tâtons, avancer petit à petit, presque à son rythme. Alors évidemment à son rythme c'est à mettre entre guillemets parce qu'on a quand même pris pas mal de trains, ça va vite aussi le train. Mais on a rencontré par exemple des voyageurs qui venaient de Dijon et on les a retrouvés en Mongolie à vélo. Et ça pour le coup c'est vraiment voyager à son rythme, c'est vraiment se servir de sa propre énergie et n'utiliser qu'elle pour avancer. Et c'est une réflexion que j'ai souvent aussi, si cette société qui va à toute allure, cette consommation, cette production qui vont à toute allure, si ça vient pas aussi du fait qu'on a pris l'habitude de fonctionner sans notre propre énergie. On a même oublié qu'on était capable de courir, de faire du vélo. C'est des choses qu'on fait plus parce qu'en fait l'énergie tout autour de nous, elle le fait pour nous. On monte dans un avion pour aller à 10 000 km sans vraiment en fait se soucier des conséquences que ça pourrait avoir sur nous-mêmes. Et quelque part je me demande si ça nous aliénerait pas un petit peu d'être sans cesse sollicité et de pouvoir être sollicité autant, de pouvoir se dire en fait je peux être partout sur la planète, alors pourquoi est-ce que je n'y suis pas? Je me demande en fait s'il faudrait pas davantage revenir à sa propre énergie, reprendre conscience en fait que c'est un moteur qu'on a, enfin que notre corps est vraiment capable à vélo par exemple de faire 65 km dans une matinée. On prend tous des avions, on prend tous des trains, des voitures, mais finalement on n'est pas capable individuellement de construire un avion, de construire un train ou de construire une voiture. Par contre quand on a la chance d'avoir deux jambes et de pouvoir s'en servir, et ben on est tous capables de marcher, de courir, de faire du vélo. C'est des choses, on en est capable et ça nous fait du bien. Le voyage à vélo c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de mettre en place depuis qu'on est rentré. On se rend compte en fait que ça nous ressemble totalement. On est tombé amoureux de ce mode de voyage quand on était en Mongolie, quand on a fait donc 1600 km dans la steppe. C'est vraiment là qu'on a rencontré ce moyen de se déplacer qui est vraiment pour le coup lent et à notre rythme.
et on repart cet été au mois d'août sur la Vélodyssée. La Vélodyssée c'est 1200 km tout le long de la côte atlantique française, donc on part d'Hendaye, on arrive à Roscoff, on va prendre un mois pour faire ça, du 5 août au 5 septembre. À vélo donc avec tout notre matériel sur nos bolides et on vous invite tous à venir pédaler avec nous parce qu'on aimerait vraiment vous inviter à rencontrer un petit peu le moteur que vous avez en vous. Vous allez voir que vous pouvez avancer tout seul et vous ne vous rendez pas compte en fait ce que ça donne comme liberté et comme indépendance. Donc on aimerait vraiment vous inviter à découvrir ce moyen de transport, évidemment à découvrir ce que c'est le voyage slow, que c'est tout en entraide et en partage, et puis aussi à découvrir notre beau pays, puisque Covid oblige encore une fois. On va tous être invités à rester en France cet été, et donc je pense que c'est l'occasion rêvée de venir visiter de nouvelles régions, pourquoi pas le long de la côte atlantique, pour venir pédaler avec nous. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous parler d'Equateur, qui est un fournisseur d'énergie et qui nous soutient depuis le début dans toutes nos aventures, qui avait financé le Transsibérien pour soutenir notre tour du monde sans avion, et qui cette fois-ci soutiennent une nouvelle fois notre nouvelle aventure sur la Vélodyssée. Cette vidéo je l'ai réalisée en collaboration avec eux parce que, vous l'avez bien compris, c'est un fournisseur d'énergie, mais un petit peu particulier parce qu'il me pousse finalement à vous expliquer que la meilleure énergie que vous puissiez utiliser, elle est en vous. Ils sont très fermement engagés dans la transition énergétique et ils ont bien compris en fait que certes, il faut consommer mieux, mais surtout, il faut consommer moins. Et cet adage, il vaut aussi pour l'énergie. Donc moins on consommera d'énergie, mieux on se portera, mieux la planète se portera, mais aussi, vous l'aurez bien compris, pour nous en fait, ça a énormément de bénéfices de revenir à quelque chose de plus simple, de plus lent et de plus doux. Voilà, sur ce je vous laisse, on va aller pédaler un petit peu pour s'entraîner sur la Vélodyssée. J'espère vraiment que vous viendrez nous rejoindre. Si vous avez appris des trucs dans cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Surtout, prenez soin de vous. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.